Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 22 septembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Je ne sais pas pour ceux qui sont des utilisateurs Apple. Je ne sais pas si vous avez téléchargé la nouvelle version du système d'exploitation iOS 17, iPadOS 17, WatchOS, je pense, c'est rendu à 10. Moi, j'ai installé, j'hésite encore à le faire sur mon téléphone. Pour l'instant, je l'ai fait sur mon iPad et puis tout s'est bien passé. 7 gigs quand même sur l'iPad. C'est quand même une grosse mise à jour. Mais tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème de batterie, quoi que ce soit, pour l'instant. Ils ne nous en faites pas. Apple explique à chaque fois qu'une mise à jour, ça se peut que pendant les premiers jours, premières semaines, vous avez des problèmes d'autonomie de batterie. Eh bien, il y a les petits processus en arrière-plan qui réorganisent le tout suite à la mise à jour. Donc, c'est tout à fait normal. Ne paniquez pas. Ça devrait se replacer. Écoutez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Microsoft Wallet vous permet de gérer votre crypto-monnaie. Dans l'éventail des services offerts par Microsoft Edge, le navigateur, comme par exemple le VPN, eh bien, il propose une option d'enregistrement des cartes de débit et de crédit, simplifiant le processus de paiement en ligne. Aujourd'hui, avec l'avènement des crypto-monnaies, Microsoft a pour ambition d'aller plus loin. Bien que les solutions pour stocker et gérer ces crypto-monnaies sont multiples, Microsoft souhaite se démarquer de ses concurrents en proposant une application native Web 3. La fonction expérimentale crypto-monnaie de l'application Edge Wallet est dorénavant intégrée directement à l'application web. Il n'y a plus besoin d'application ou d'extension supplémentaire pour gérer ces crypto-monnaies. Cependant, cette fonction n'est pas encore disponible au grand public. Parmi les nouveautés les plus marquantes, notons que le wallet peut maintenant prendre en charge plusieurs crypto-monnaies. Grâce à une intégration plus approfondie avec les places financières, il peut aussi fournir les cours des différentes devises en temps réel. Une autre fonctionnalité très intéressante est l'enregistrement des transactions, ce qui permet de suivre et de garder l'historique de tous les échanges. Soulignons aussi la présence d'un fil d'actualité et d'une vitrine pour NFT. Le public cible de Microsoft sera probablement constitué de personnes qui découvrent les portefeuilles numériques. Les risques inhérents et les escroqueries fréquemment observées dans l'univers des crypto-monnaies peuvent involontairement attirer les utilisateurs ordinaires dans ce monde complexe. Pour de nombreux utilisateurs, le Microsoft Edge Wallet sera alors une solution plus rassurante et plus simple. La fonctionnalité crypto-monnaie d'Edge devrait être lancée à l'automne 2023, mais aucune information plus précise n'est disponible pour le moment. « 38 téraoctets de données internes sensibles. » Oups, la boulette! Voici ce qu'a dû se dire un employé de Microsoft après les révélations de la start-up Wiz, spécialisée dans la cybersécurité du cloud. Elle a découvert depuis 2000 un dépôt GitHub du service d'intelligence artificielle de Microsoft qui donnait accès à 38 téraoctets de données privées de l'entreprise. Rappelons d'abord que GitHub est un site d'hébergement open source qui permet aux développeurs de partager le code de leur projet. Un dépôt est un dossier qui contient des fichiers de ces derniers. Que s'est-il passé avec l'un des dépôts de Microsoft? Celui qui nous intéresse contient des modèles d'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images. Ceux qui accèdent doivent télécharger ces modèles en utilisant le lien fourni qui renvoie à la plateforme de cloud computing Azure de Microsoft. Le souci était que l'URL en question était configurée de manière à donner accès à tout le système de stockage. Les utilisateurs pouvaient donc voir de très nombreuses données sensibles. Dans les 38 téraoctets d'informations accessibles, il y avait des mots de passe, des clés de sécurité, plus de 30 000 messages internes sur Teams et même la sauvegarde des PC personnels de 2 employés. Depuis 2020, tout de même, l'adresse web était en mode contrôle total au lieu de lecture seule. Cela veut dire que n'importe qui pouvait en théorie effacer des données, les remplacer ou ajouter des programmes dangereux comme des malwares.
Alerté par Wiz le 22 juin dernier, Microsoft a corrigé le problème d'accès 2 jours après. La firme de Redmond précise que, et je cite, « Les données des clients n'ont pas été exposées et aucun autre service interne n'a été mis en danger en raison de ce problème. » Il a également étendu le service qui surveille toutes les modifications du code open source public sur GitHub pour détecter l'exposition en clair des informations d'identification et autres données confidentielles. L'iPhone 12 ne sera pas interdit grâce à une mise à jour. Apple vient d'annoncer son intention de mettre à jour ses iPhone 12 pour respecter les normes de l'Union européenne en matière de DAS. Une histoire qui avait commencé le jour de la présentation des iPhone 15. Alors que le monde entier avait les yeux tournés vers Tim Cook et Cupertino, eh bien c'est à Paris qu'une autre affaire commençait. 3 ans après leur sortie, les téléphones de la pomme étaient sous le feu des critiques. Leur mal, eh bien avoir un DAS, un débit d'absorption spécifique trop élevé pour les membres. La limite en France est de 4 watts par kilogramme. L'iPhone 12 a été mesuré à 5,7 watts par kilogramme. Avec cette nouvelle victoire européenne, Apple cède encore du terrain et décide de respecter les contraignantes réglementations du vieux continent plutôt que de s'asseoir sur un marché de plusieurs centaines de millions de personnes. L'Europe et plus particulièrement la France ne sont pas les premiers clients d'Apple. Il y a la Chine, les États-Unis, qui sont de bien plus gros marchés. Mais se voir refuser l'entrée dans le pays serait une très mauvaise publicité pour la firme de Cupertino. Toute la question autour de la mise à jour de l'iPhone 12 se concentre sur son émission d'ondes. Le téléphone ne respectait pas les normes européennes, mais les risques pour la santé sont plus que faibles. Un consensus scientifique a établi qu'en dessous de 15 watts par kilogramme, les risques pour le grand public étaient infimes, pour ne pas dire inexistants. Certains publics dits électrosensibles pouvaient ressentir des effets des ondes bien avant ces mesures, mais la science n'a pas encore totalement tablé sur cette pathologie, certains experts parlant d'un effet placebo. Avec un taux d'absorption mesuré à 5,7 watts par kilogramme dans les membres, Apple dépasse les limites autorisées par l'Europe, mais sans mettre aucune vie en danger. Il est important de rappeler que les normes fixées par l'Europe sont volontairement très basses. Un principe de précaution appliqué dans de nombreux domaines, agroalimentaire, médical, nucléaire, pour s'assurer de ne faire courir aucun risque au grand public tant qu'un consensus scientifique n'a pas établi une barrière sanitaire. Pour les ondes, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Les réactions engendrées par ces dernières étant très changeantes d'un individu à l'autre. Apple n'a pas encore communiqué la date de sortie de la mise à jour. Pour rappel, la pomme dispose d'un délai de 15 jours pour mettre ses iPhone 12 à jour. Apple empêche les iPhone 15 de se charger à 100%. Quelle bonne nouvelle. Apple vient de présenter une nouvelle fonctionnalité sur ses iPhone 15. Elle promet une meilleure durabilité de la batterie. Nommée limite de charge, cette option, activée par défaut sur l'iPhone 15, va bloquer la recharge du téléphone à 80% dans une plage dite de performance maximale. Apple espère pouvoir ainsi faire durer plus longtemps ses batteries en optimisant la recharge et en réduisant le niveau de stress induit par le processus. Ce n'est pas la première fois qu'Apple s'attaque à ce problème. La marque à la pomme ayant déjà présenté une fonctionnalité assez proche avec la recharge optimisée sur les anciennes générations d'iPhone. Cette option permettait de bloquer la recharge à 80% et de la terminer seulement lorsque l'utilisateur allait en avoir besoin. Ainsi, si votre iPhone est en charge toute la nuit, il va se bloquer à 80% pendant des heures avant de combler les 20% manquants dans les quelques minutes avant votre réveil. Cette recharge intelligente permettait d'avoir un téléphone à 100% chargé au réveil sans que ce dernier n'ait à subir un temps de charge trop long. Avec sa nouvelle fonctionnalité, Apple va plus loin. La marque à la pomme ne veut pas terminer la charge au bon moment, mais laisser le téléphone dans cette zone de fonctionnement optimale entre 20 et 80%. En réduisant ainsi la plage d'utilisation, le téléphone préserve sa batterie autant que possible et cette dernière conserve un bon niveau de performance dans le temps. Loin d'avoir réinventé la roue, Apple propose en réalité une fonctionnalité déjà assez courante
vente sur les smartphones haut de gamme. Samsung, par exemple, a introduit une option identique sur ses téléphones. Elle a la capacité de couper la charge une fois le pourcentage optimal de batterie rechargé. L'an dernier, les Galaxy Z Flip et Fold 3 ont déjà eu le droit à cette fonctionnalité. Contrairement à Apple qui se limite à 80% de la recharge pour une utilisation optimale sur le long terme, Samsung est légèrement plus généreux. Il coupe la charge à 85%. Dans les deux cas, la fonctionnalité peut être activée et désactivée manuellement par l'utilisateur. C'est toujours lui qui a le dernier mot dans cette histoire. Libérer de l'espace de stockage sur Android. Si les fabricants de smartphones augmentent régulièrement l'espace de stockage interne qu'ils mettent dans leur téléphone, les besoins augmentent aussi. En effet, plus les apps sont sophistiquées, plus elles deviennent lourdes, sans parler des résolutions de photos et des vidéos qui augmentent. Mais fort heureusement, si vous possédez un smartphone Android assez récent, Google propose un nouveau moyen de libérer de l'espace sur votre appareil en archivant les applications. L'archivage d'apps est une fonctionnalité assez récente d'Android que Google a annoncée cette année. En substance, lorsqu'une application n'est pas utilisée pendant un certain temps, le système d'exploitation propose de libérer de l'espace de stockage en archivant celle-ci. Quand une application est archivée, Android libère une partie de l'espace occupé par cette application, mais sans supprimer la présence de l'application ni les données de l'utilisateur. Et ce mécanisme, selon Google, peut libérer jusqu'à 60% du stockage qui est occupé par l'application. Puis, si l'utilisateur décide à nouveau d'utiliser l'application archivée, le système d'exploitation retélécharge les fichiers qui ont été supprimés lors de l'archivage. Normalement, l'archivage automatique des applications non utilisées se déclenche automatiquement lorsque c'est nécessaire. Mais comme l'a repéré le compte Twitter Assemble Debug, relayé par 9to5 Google, il existe aussi un bouton dans l'application Play Store pour s'assurer que ce nouveau moyen de libérer du stockage fonctionne. Pour activer manuellement l'archivage automatique des applications non utilisées, vous devez aller dans le Google Play Store, appuyer sur l'image de votre profil, ouvrir les paramètres, ouvrir la section générale et activer l'option « Archiver automatiquement les applis ». Comme l'explique la note de Google, cet archivage se lancera pour les apps qui ne sont pas utilisées lorsque l'espace de stockage commence à être insuffisant. Cependant, il est à préciser que cette fonctionnalité n'est pas compatible avec toutes les apps. Selon les explications de la firme de Mountain View, l'auto-archivage ne fonctionne que sur les applications qui ont été publiées sur Play Store en utilisant la technologie App Bundle de Google. En tout cas, Google incite les développeurs à rendre leurs apps compatibles avec cette fonctionnalité pour que les utilisateurs archivent au lieu de désinstaller des applications quand ils n'ont plus beaucoup d'espace de stockage. Sinon, parmi les autres moyens de libérer de l'espace de stockage sur les smartphones Android, il y a la suppression du cache et des données de certaines applications ou encore la suppression des photos et des vidéos qui ont déjà été synchronisées avec Google Photos. Pixel Watch. Google refuse de réparer la montre. Oh là là! Depuis le lancement de la première Pixel Watch l'année dernière, les utilisateurs frustrés ont régulièrement demandé de l'aide à Google suite à une mauvaise rayure sur l'écran de leur montre. La Pixel Watch se porte au quotidien pour un suivi optimal de la santé. Elle risque donc plus de s'abîmer qu'un smartphone à l'abri au fond de la poche. La fragilité des montres connectées n'a pas convaincu Google de proposer un service après-vente pour réparer les écrans cassés. Ce ne sont pourtant pas les images de Pixel Watch brisée qui manque sur les forums. La Pixel Watch est la deuxième montre connectée la plus vendue au monde, mais sa réparation peut virer au cauchemar en cas de problème. Il y a quelques semaines, l'utilisateur Paul Mulgrew montrait sur X une photo de sa Pixel Watch dont le cadran en verre s'était détaché du boîtier. Il a ensuite expliqué avoir fait tomber la montre en la retirant du poignet. Le verre a eu un éclat, mais l'écran ne s'est détaché que quelques semaines plus tard en voulant remettre la montre au poignet
après l'avoir chargé. Google a répondu à cet utilisateur que la, et je cite, « garantie matérielle limitée ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels. Les clients n'ont cependant pas la possibilité de souscrire à une extension de garantie en faisant l'acquisition de la Pixel Watch. » Bridget Starkey, porte-parole de Google, vient de confirmer que la montre connectée n'est officiellement pas réparable. Et je la cite, « Si votre montre est endommagée, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance client de Google Pixel Watch pour vérifier vos options de remplacement, précise la porte-parole. En démontant la montre connectée, iFixit a confirmé que l'écran de la Pixel Watch peut être retiré et remplacé, aussi difficile cette procédure soit-elle. Le spécialiste des réparations a aussi partagé un guide pour remplacer l'écran de la Pixel Watch. Non seulement il faut réussir à suivre les étapes techniques, mais il faut aussi surtout trouver l'écran de remplacement. Google ne vend pas les pièces détachées de la Pixel Watch et celles-ci sont compliquées à trouver en ligne. Un lecteur du guide d'iFixit recommande d'acheter une Pixel Watch hors d'usage avec un écran intact sur eBay. Il suffirait alors de suivre le guide pour greffer le nouvel écran sur sa montre. Ce n'est évidemment pas la meilleure solution, mais il n'y a pas vraiment le choix pour le moment. Il reste donc plus qu'à espérer que la Pixel Watch 2, dont la fiche technique a déjà fuité, sera plus facilement réparable que sa grande sœur en cas d'accident. Meta Threads se perfectionne. Depuis son lancement en août, Threads Web s'est vu reprocher l'absence de certaines fonctionnalités clés, dont la capacité à citer les publications d'autres utilisateurs. Adam Mosseri, le chef d'Instagram, a annoncé le 14 septembre l'introduction de cette fonction tant attendue. Les utilisateurs desktop peuvent dorénavant citer une publication, une action équivalente au retweet sur la plateforme X. Pour ce faire, il suffira de cliquer simplement sur l'icône de republication située en bas d'un post et en sélectionnant l'option « Quote ». Ce développement permet non seulement de reposter le fil de discussion d'un autre utilisateur, mais également d'y ajouter ses propres commentaires. Cela facilitera l'interaction et l'échange au sein de la communauté. Cette mise à jour apporte une dimension supplémentaire à la navigation sur desktop, permettant aux utilisateurs de s'engager de manière plus profonde et réfléchie dans les discussions. En complément de la citation des posts sur desktop, Meta introduit une fonctionnalité facilitant le suivi des réponses à un thread spécifique sur mobile. Les utilisateurs peuvent activer les notifications pour une durée de 24 heures en appuyant juste sur l'icône de cloche située dans le coin supérieur droit d'une publication. Adam Mosseri a précisé que cette mise à jour visait à améliorer l'expérience mobile sur Threads tout en offrant aux utilisateurs la possibilité de rester informés des dernières réponses sans avoir à revenir constamment vérifier le thread. Il est clair que cette fonctionnalité promet de rendre les discussions sur mobile plus dynamiques et engageantes. Rappelons que la demande pour des interactions plus fluides et intuitives était croissante. Lancée avec assez de fonctionnalités manquantes, l'application Threads a été perçue comme une tentative de Meta de reconquérir les utilisateurs frustrés par les limitations imposées aux membres non payants sur X, toujours anciennement Twitter. Je ne sais pas si un jour on va oublier Twitter. 2 mois seulement après le lancement du service, la société a introduit la possibilité de rechercher des mots-clés et de trouver du contenu. Le parcours du réseau jusqu'à ce jour reflète une réactivité certaine face au retour des utilisateurs. Avec la dernière mise à jour, Meta semble déterminé à poursuivre sur cette voie, cherchant à répondre aux attentes de sa communauté en introduisant des fonctionnalités qui répondent véritablement à leurs besoins. Cette écoute active pourrait bien être la clé pour regagner la confiance des utilisateurs déçus et les encourager à revenir sur le réseau social, car à un moment, certains utilisateurs étaient déçus en raison des possibilités qui manquaient à Threads. Les chaînes WhatsApp arrivent en France. Au début de l'été, Meta dévoilait une nouvelle fonctionnalité concernant son application WhatsApp, à savoir les chaînes. Le géant américain décrivait alors cette dernière comme un moyen simple, fiable et privé de recevoir des actualités importantes de la part des personnes et d'organisations. Comme sur Instagram avec les canaux, les chaînes constituent un nouvel outil de diffusion à sens unique qui permet aux administrateurs des chaînes d'envoyer du texte, des photos, des vidéos, des stickers
trackers ou encore des sondages à leur audience. En effet, après avoir lancé ses chaînes dans une dizaine de pays, Meta estime que sa fonctionnalité est aujourd'hui suffisamment mûre pour s'exporter dans plus de 150 pays. Et je les cite: vous pouvez désormais suivre des milliers d'organisations, d'équipes de sport, d'artistes et de leaders d'opinion directement sur WhatsApp, explique Meta, qui détient aussi le réseau social Facebook, bien sûr. En effet, à l'instar des canaux sur Instagram, les chaînes permettent aux administrateurs de diffuser du contenu à leurs followers. Les chaînes sont séparées des discussions et les autres followers ne peuvent pas voir qui l'on suit. Dès à présent, des milliers d'organisations, d'équipes de sport, d'artistes et de leaders sont à suivre directement sur WhatsApp. Et pour ce lancement à l'international, WhatsApp indique avoir optimisé ses chaînes avec diverses nouveautés, à commencer par un annuaire amélioré. Les chaînes à suivre sont filtrées automatiquement en fonction du pays et l'on peut trouver plus facilement les nouvelles chaînes, les chaînes les plus actives et les chaînes populaires d'après leur nombre de followers. Les chaînes prennent également en compte les désormais indispensables réactions pour réagir avec un emoji, tandis que les admins disposent d'un délai de modification de leurs actualités de 30 jours. Passé ce délai, les actus sont supprimés des serveurs. Enfin, lorsque l'on transfère des actus vers des discussions ou des groupes, les messages comprennent un lien vers la chaîne en question. Pour découvrir les chaînes sur WhatsApp, il suffit de se rendre dans l'onglet Actu de l'application. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. TikTok, suicide d'une adolescente. En septembre 2021, Marie, une adolescente de 15 ans victime de harcèlement, mettait fin à ses jours. 2 ans après le drame, les parents de la jeune fille accusent TikTok d'avoir une part de responsabilité considérable dans l'acte de leur enfant. Ainsi, une plainte a été déposée en ce 8 septembre 2023. C'est une première en France que le réseau social chinois est pointé du doigt comme étant responsable d'un suicide. Quelques semaines avant le drame, Marie a publié une vidéo sur TikTok, un réseau social qu'elle affectionnait énormément, comme la plupart des adolescents. La jeune fille y parlait de son mal-être et du harcèlement constant qu'elle ne supportait plus. Suite à la publication de cette vidéo, l'algorithme de TikTok s'est avéré plus précis et puissant que jamais. Dès lors, Marie était martelée de publications similaires à la sienne, de quoi cultiver son mal-être. Pour les parents de l'adolescente, TikTok a une part de responsabilité dans le passage à l'acte de Marie. Ainsi, la plainte mentionne une provocation au suicide, une non-assistance à une personne en péril et une propagande ou publicité des moyens de se donner la mort. Difficile de savoir si la justice finira par donner raison aux parents de Marie. Effectivement, le parquet de Toulon a précisé que la plainte mérite une analyse approfondie. Mais il est indéniable que l'algorithme de TikTok n'a sûrement pas aidé la jeune fille. Le gouvernement lutte contre l'impact néfaste des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents et le cyberharcèlement. À l'heure actuelle, ces plateformes sont interdites aux utilisateurs de moins de 15 ans sans l'accord des parents. Mais malheureusement, un système viable et efficace de vérification d'âge n'a pas encore été trouvé. Et de nombreux adolescents réussissent à flâner sur les réseaux sociaux. Si la plainte déposée par les parents de Marie contre TikTok est une première en France, un réseau social a déjà été mis en cause dans la mort d'une autre adolescente. En 2017, au Royaume-Uni, la jeune Molly mettait fin à ses jours. Auparavant, elle avait reçu notamment des recommandations de Pinterest, l'enjoignant à lire 10 posts sur la dépression que tu pourrais aimer. Ses parents avaient alors porté plainte. 5 ans après les faits, la justice s'est exprimée en faveur des parents. Pour la première fois, l'algorithme des réseaux sociaux a été jugé fautif dans le cadre d'un suicide. Non, Elon Musk ne veut pas rendre X payant. Bon. Il y a eu plusieurs rumeurs cette semaine qui voulaient rendre ça payant pour tout le monde, M. Musk. X.com, anciennement Twitter, on dit toujours Twitter. C'est toujours Twitter. Dans ma tête, ça va toujours être Twitter. A connu beaucoup de changements depuis 1 an. Et ça, évidemment, jusqu'à son nom. Autant dire que le public est maintenant habitué à toutes les extravagances potentielles et réelles de la part d'Elon Musk dans la gestion de son réseau social, comme rendre payant l'accès à X.com. Finalement, ce qu'indiquait une information qui avait eu hier un large écho dans la presse, mais cette rumeur serait en réalité fausse.
Vous, seriez-vous prêt à payer pour pouvoir lire et poster sur X.com? Bonne question. Pas moi, en tout cas. C'est une question qui a dû traverser l'esprit de plus d'un internaute quand hier, les médias ont évoqué cette possibilité comme une idée à laquelle Elon Musk réfléchissait. Heureusement, il n'y aura pas besoin de se faire de nœuds dans le cerveau, selon le milliardaire. En effet, il a confirmé dans une publication sur X.com qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation. Plus exactement, il a validé une community note dans laquelle il était expliqué que cette nouvelle venait d'une mauvaise lecture de ses propos lors d'un échange public avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En effet, Elon Musk ne souhaite pas imposer un tarif pour tous, mais plutôt une offre plus abordable pour les membres premium du réseau. En somme, permettre à ceux qui souhaitent être des abonnés payants de décider d'un forfait moins cher. À l'heure actuelle, les abonnés au fameux service Twitter Blue paient une somme d'environ 9,60 € au dollar américain par mois. Les problèmes financiers de X.com n'auraient donc pas poussé l'homme d'affaires vers un modèle payant qui semble en effet le meilleur moyen d'engager la majorité du public à déserter pour s'installer sur des plateformes encore gratuites. Surtout que X.com doit maintenant faire la concurrence du dernier né de Meta, à savoir Threads. Tesla. Elon Musk voulait espionner les conducteurs. Elon Musk est à la tête de plusieurs sociétés majeures, parmi lesquelles SpaceX, mais le milliardaire a aussi ses mauvais côtés, n'hésitant pas à utiliser Twitter pour se venger. Aujourd'hui, le journaliste Walter Isaacson nous apprend à travers la biographie qu'il a écrite sur l'homme d'affaires, composée d'entretiens à ses côtés, qu'il voulait espionner les clients de Tesla via les caméras embarquées des voitures électriques. Mais dans quel but? Eh bien, remporter ses procès contre les conducteurs qui accusent le système de conduite autonome ou le FSD, d'avoir provoqué des accidents. Pour rappel, plusieurs enquêtes visent Tesla à cause de ces technologies qui auraient entraîné de graves collisions. Même si dans certains cas, les automobilistes ont été pointés du doigt pour faire preuve de moins d'attention lorsque ces fonctionnalités sont activées. Le but d'Elon Musk était donc d'espionner les conducteurs via les caméras embarquées des voitures électriques Tesla pour utiliser les images lors de procès. Comme le rapporte Walter Isaacson, le milliardaire était agacé par ces plaintes car selon lui, et je cite, « Les accidents sont provoqués par de mauvais conducteurs et pas de mauvaise technologie. » C'est lors d'une réunion qu'il a glissé l'idée d'utiliser les données des caméras des voitures électriques, notamment celles qui filment l'automobiliste. Autre fait à souligner, lorsqu'une employée lui a dit que l'équipe chargée de la protection de la vie privée était contre, Elon Musk s'est étonné de son existence. Ah, j'ignore c'est qui cette équipe-là. Fort heureusement, le milliardaire a abandonné son idée d'espionnage des conducteurs sans leur autorisation. Une pénurie de lithium dès 2025. Composant essentiel des batteries électriques, le lithium est aujourd'hui considéré comme de l'or blanc. En effet, si ce composant est indispensable pour les industries des smartphones, des PC, des voitures électriques, ainsi que pour stocker les énergies renouvelables, il n'est pas facile à extraire. Et alors qu'on avance dans la transition énergétique, la demande ne cesse de croître. Aussi, des analystes craignent aujourd'hui qu'on soit confronté à une pénurie de lithium d'ici quelques années. Dans un récent article, CNBC relaie plusieurs analyses sur l'offre et la demande en lithium. Et si certaines prédictions sont un peu plus optimistes que d'autres, tout le monde s'accorde à dire qu'avant la fin de la décennie, on pourrait avoir une demande plus forte que l'offre disponible. D'ailleurs, l'une des prédictions relayée par CNBC provenait de BMI, une division de Fitch, qui prédit un déficit mondial dès 2025. Pourquoi? BMI justifie cette prédiction en évoquant la demande chinoise. En effet, selon cette analyse, la demande en lithium pour les voitures électriques en Chine augmenterait de 20,4% en moyenne entre 2023 et 2032. L'approvisionnement en lithium du pays, de son côté, n'augmenterait que de 6%. Mais comme l'explique CNBC, d'autres analystes pensent que les déficits pourraient plutôt être observés vers 2030. En effet, l'ouverture de nouvelles mines pourrait
pourrait à court terme permettre à l'offre de dépasser la demande. Cependant, l'offre serait ensuite rattrapée par la demande d'ici la fin de la décennie. En tout cas, en cas de déficit, le prix du lithium pourrait s'envoler, ce qui affectera le prix des batteries. Le problème est qu'à long terme, la demande devrait continuer à augmenter alors que beaucoup de temps est nécessaire avant qu'une mine ne devienne opérationnelle. Parmi les facteurs de risque, il y a la lenteur de la délivrance des nouveaux permis. Dans son article, CNBC cite un acteur de l'industrie qui explique qu'il y a généralement 10 ans qui s'écoulent entre la découverte d'une mine de lithium et le début des opérations. En tout cas, en raison de cette possible pénurie et du fait de l'impact environnemental de l'extraction du lithium, des constructeurs automobiles explorent aujourd'hui des alternatives. Parmi celles-ci, il y a les batteries au sodium-ion. Est-ce que les montres connectées sont si bonnes pour la santé? Pour mener à bien leur étude publiée dans la revue Scientific Research, les chercheurs de la Florida Atlantic University, FAU, ont testé des bracelets en plastique, en caoutchouc, en tissu, en cuir et en métal, or et argent, à la recherche d'une corrélation entre le matériau du bracelet et l'accumulation de microbes. Ils ont constaté que 95% des bracelets étaient contaminés par une bactérie dangereuse. Des millions de personnes utilisent une montre ou un bracelet connecté quotidiennement sans se douter que l'appareil peut être un danger pour leur santé, pouvant causer une variété de graves maladies comme la septicémie ou la pneumonie. Ainsi, 85% des bracelets analysés par les scientifiques étaient porteurs de staphylocoques qui peuvent causer des infections. 60% d'entre eux abritaient la bactérie E. coli et 30% des pseudomonas, un agent pathogène possiblement mortel. Les chercheurs se sont également rendus compte que le taux de bactéries présent sur le bracelet est plus important si son porteur est un sportif et utilise sa montre pendant ses séances. Aussi, le bracelet d'un vétérinaire participant à l'étude était le plus infecté par des microbes. Et je cite, ces résultats soulignent la nécessité de nettoyer les bracelets après avoir travaillé avec des animaux ou s'être livré à des activités rigoureuses à la salle de sport ou à la maison, préconisent les chercheurs. Le nombre de bactéries varie aussi selon la matière du bracelet. Et je cite, d'une manière générale, il a été constaté que les bracelets en caoutchouc et en plastique présentaient un nombre plus élevé de bactéries, tandis que les bracelets en métal, en particulier en or et en argent, n'en présentaient que très peu, voire pas du tout, détaillent les chercheurs. Et je cite encore, la quantité et la taxonomie des bactéries trouvées sur les bracelets dans cette expérience montrent qu'il est nécessaire de procéder à un assainissement régulier et populaire de ces surfaces, conclut-il. Il suffit donc simplement de nettoyer régulièrement sa montre connectée ainsi que son bracelet. Les chercheurs recommandent d'utiliser une solution à 70% d'éthanol, ce qui est en général inclus dans les solutions désinfectantes, une pratique d'autant plus essentielle si vous êtes au contact de personnes vulnérables. Bactéries E. coli dressées à produire de l'électricité. Après les bactéries qui transforment des résidus alimentaires en biogaz par méthanisation, voilà que d'autres pourraient se muer en centrales électriques. Des chercheurs de l'EPFL ont en effet mis au point une solution qui mêle le traitement des déchets organiques et production électrique. Et je cite, « Nous avons modifié la bactérie E. coli, qui est le microbe le plus étudié, pour qu'elle produise de l'électricité. » indique la professeure Artemis Bokoshian. Les travaux de son équipe décrivent une nouvelle approche qui pourrait révolutionner à la fois la gestion des déchets et la production d'énergie. Cette avancée dans le domaine de la bioélectronique, en améliorant les capacités de la bactérie E. coli à produire de l'électricité, a été détaillée dans un article publié dans la revue Joule. Si certains microbes exotiques produisent naturellement de l'électricité, ils ne peuvent le faire qu'en présence de produits chimiques spécifiques, poursuit le communiqué de l'EPFL. Dans le cas présent, la bactérie E. coli a été modifiée pour produire de l'électricité au moyen d'un processus appelé transfert extracellulaire d'électrons, EET. Ainsi transformée, elle est capable de produire de l'électricité tout en métabolisant divers résidus organiques. Et je cite, « Au lieu d'injecter de l'énergie
d'énergie dans le système pour traiter les déchets organiques, nous produisons de l'électricité tout en traitant les déchets organiques, faisant ainsi d'une pierre deux coups, se réjouit Artemis Bokoshian. Nous avons même testé notre technologie directement sur les eaux usées que nous avons recueillies dans une brasserie de Lausanne. Les microbes électriques exotiques n'ont même pas pu survivre alors que nos bactéries électriques modifiées ont pu se multiplier rapidement en se nourrissant de ces déchets, détaille la professeure. Les détails de cette avancée scientifique sont à retrouver dans le communiqué de l'EPFL ou dans l'article paru dans Joule. Une colle forte à base de soja. Soya, appelez ça comme vous voulez. La superglue et l'époxy que l'on trouve actuellement sur le marché, ils sont fabriqués à partir de combustibles fossiles tels que le pétrole. Bien qu'on les retrouve dans de nombreux domaines, l'utilisation de ces produits entraîne des conséquences néfastes pour l'environnement. Des chercheurs ont testé une nouvelle formule qui pourrait constituer un substitut moins toxique aux adhésifs traditionnels. Ils ont utilisé comme matière de base le soya et la colle obtenue semble tout aussi efficace que la superglue classique. La fabrication de ces colles traditionnelles génère une quantité importante de gaz à effet de serre, soit 5,8 tonnes de dioxyde de carbone par tonne d'époxy produite. Quand même. À l'inverse, la colle à base de soya peut aider à réduire les émissions de carbone. En effet, les plantes de soya peuvent absorber le CO2, même si les calculs ne sont pas encore précis pour le moment. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs ont essayé de trouver une alternative naturelle aux adhésifs traditionnels. Des études ont déjà été menées sur les limaces, les crustacés et les céphalopodes. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont créé un adhésif durable et peu coûteux en combinant l'huile de soya, l'acide malique qui donne le goût acidulé aux pommes et l'acide tannique que l'on trouve dans les brindilles de certains arbres. En combinant ces composants dans les bonnes conditions, on obtient des adhésifs aussi résistants que l'époxy. L'équipe a testé la résistance de la colle à base de soya en collant des morceaux de bois, de plastique et de métaux pour ensuite les séparer. Les chercheurs ont remarqué que dans la plupart des cas, la résistance de la colle était semblable ou meilleure que celle des superglues et époxy traditionnels. Pour le collage de l'aluminium poli, par exemple, la colle à base de soya était 30% plus résistante que la superglue. La résistance de la colle en présence d'eau a également été testée. Selon les résultats, elle aurait conservé 75 à 100% de sa force d'adhérence initiale après une période de 24 heures immergée dans l'eau. À l'avenir, l'équipe projette d'affiner encore plus le processus pour que la colle puisse un jour servir dans divers domaines comme les emballages, les matériaux industriels ou les innovations médicales. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Beaucoup d'actualités cette semaine, malheureusement, que j'ai dû enlever. Je n'ai regroupé quand même une quarantaine et comme vous savez, ben, je ne peux en couvrir qu'une quinzaine. Alors, j'ai pas eu le choix de faire le ménage, essayer de garder les meilleurs pour vous. Mais soyez pas tristes parce que la semaine prochaine, dans l'autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile, vous allez entendre 15 nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!